Juste pour adapter un peu mon truc, qui a déjà fait de l'assembleur, genre? Ouais, un petit peu. Donc si je parle de trucs genre un programme counter, ce genre de choses, non, ça vous en faites pas. Je vais tout expliquer, mais c'est juste pour adapter. Alors, hem, un truc que certains connaissent peut-être, hem, c'est que Ruby, c'est alors, il y a toujours le débat langage interprété, compilé. Bon, C, c'est compilé a priori, mais bon, enfin, voilà. Ruby, tout le monde va dire que c'est interprété. Après, quand vous allez voir quelque chose comme Java, si vous avez déjà fait du Java, vous avez au point Java, et puis après vous roulez Java C, compiler, et vous avez le point classe. Mais après, vous avez une virtual machine. Et une virtual machine, en fait, c'est un interpréteur. Mais si vous allez dire à un javaïste qui vient utiliser un langage interprété, il va s'énerver. De manière similaire, Python, par exemple, vous avez les points .py et les points .pyc. La différence, c'est que la VM va le faire automatiquement et vous n'avez pas à vous en occuper. Et ce que pas tout le monde sait, c'est que Ruby, c'est exactement pareil. C'est une bytecode VM, enfin, c'est une virtual machine. Euh, Simplement, par défaut, il persiste pas, le bytecode. Il est juste éphémère. Et si vous vous êtes déjà demandé à quoi sert Bootsnap dans votre Gemfile, c'est à ça, en partie. C'est de persister le bytecode pour pas avoir à reparser les fichiers, recompiler, ainsi de suite. Donc, euh, par exemple, si on fait ça, euh, hop, ISASM, en fait, là, je viens de demander à Ruby de parser donc, cette expression, 1 plus 1, et ensuite, il nous génère, normalement, il nous génère un objet instruction sequence qu'on peut avoir en binaire ou pas, parce que voilà, que c'est vraiment du bytecode. Quand vous entendez parler de bytecode, c'est vraiment ça, c'est vraiment une suite d'octets qui font divers trucs. Et je peux lui demander de le désassembler. Donc ça, c'est juste une représentation euh, pour les humains. Et donc vous pouvez voir qu'en fait, il a transformé la syntaxe en une suite d'instructions. Donc je vais expliquer après en détail ce que fait chaque chose. Mais en gros, il y a une stack, donc en fait, il met le nombre 1 sur la stack, ensuite encore une fois le nombre 1, et ensuite il fait une addition, et ensuite leave, c'est juste il retourne la value. Et donc moi, ce que je vous propose quand j'ai implémenté Ruby en Ruby, on va pas implémenter tout Ruby, ce que je vous propose, c'est d'implémenter un interpréteur, enfin une VM, qui sait interpréter le bytecode de Ruby, qui parfois est nommé Yarv, qui est le nom de la VM. Donc, on va commencer simple. Euh, Donc ça, sur la gauche, oui, c'est à gauche aussi pour vous. Sur la gauche, j'ai donc un exemple de programme. Donc on est toujours sur le 3 plus 2, enfin le simple. Et là, j'ai le DISASM. Et juste pour pas s'embêter, j'ai transformé donc cet ASM, je l'ai transformé en un array. Donc vous voyez, là, il y a un array. Et les instructions, c'est donc le symbole putObject et ensuite l'argument 3. C'est le putObject 3 qu'on a ici, et ainsi de suite. Et donc on a voilà, 3 instructions. Et je le passe à donc, une classe qui s'appelle Ruby, qui est la VM, et je lui dis de rouler. Donc j'ai vraiment, littéralement, j'ai traduit l'assembleur en des objets Ruby tout bêtes. Et sur la droite, j'ai donc, alors je vous demande d'ignorer un peu ça, c'est moi qui suis en train de tricher pour rendre le truc un peu plus simple. Et donc, on a notre programme là, et il faut qu'on implémente donc cette méthode run. On reçoit le programme qui est juste un arrêt, hein, tout simple, et on va le rouler. Donc, je l'avais là, heu, Ruby. Donc ça, c'est le programme numéro 1 add, et ouais, c'est bon, résulte, voilà, il retourne rien. Donc, une bytecode VM, comment ça fonctionne? La machine, donc en fait, on va looper. Les bytecodes VM, c'est vraiment juste, c'est comme une game loop ou quoi que ce soit, on fait tout le temps la même chose. Et là, maintenant, ce qu'on veut, le premier truc qu'on veut faire, c'est lire la première instruction, en fait. Donc, les VM et aussi les processeurs ont ce qu'on appelle un programme counter, qui démarre à 0 et qui est juste un pointeur sur où est-ce qu'on en est dans le programme. Et ensuite,
qu'on va faire, c'est qu'on va faire read. On va consommer le premier truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est, je sais pas, arg. On va aller chercher dans le programme à l'index où on en est. On va incrémenter parce qu'on l'a consommé. Et on le retourne. Donc ensuite, notre loop, en fait, on va juste aller chercher une instruction et on va faire un gros switch case. On va juste faire un else. Donc là, ça va être, en cas où on n'a pas compris, ben on fait un raise unknown instruction. Instruction select. Donc on va rouler notre programme, vraiment en mode un peu TDD. Et donc là, ça nous dit que j'ai fait une syntaxe error. On va juste faire ça, mais c'est ça, hein, c'est pour ça qu'il m'emmerde. Ouais, ah, je savais même pas que. Attends, il m'emmerde. Oui, voilà. Donc là, ça y est, il nous dit, OK, je ne connais pas l'instruction putObject. Donc, putObject, on va l'implémenter. Et donc, c'est là où on arrive à la notion de stack. Si vous avez fait un peu de C ou de trucs comme ça. En fait, c'est juste simplement un array. Donc là, dans l'exemple où on va appeler plus sur 1, en fait, on va mettre 2 objets sur la stack et ensuite, on va appeler la méthode en lui disant, tu as 2 arguments. Et ça va popper, les enlever de la stack, les consommer. Donc, il nous faut une stack. Et donc, putObject, bah, tout ce qu'on fait, c'est simplement, on va pusher dans la stack et on va read à nouveau, puisqu'en fait, l'argument, c'est le serveur. En fait, chaque instruction a un nombre d'arguments, entre guillemets, et il faut les consommer. Donc là, on fait ça, hop, et là, maintenant, il ne sait pas quoi faire de send. Alors, send, on va l'implémenter. Donc, send, c'est comme object.send, c'est pour appeler une méthode sur un objet. Donc, send, comment ça fonctionne? Déjà, on a ce qu'on appelle le call data, c'est comme ça que c'est appelé dans la VM. C'est cet objet-là qui contient le nom de la méthode, donc là c'est la méthode plus, et le nombre d'arguments. Le nil, on ignore, c'est pour les blocs, mais là il n'y a pas de bloc. Donc call data read. Le bloc dont on n'a rien à foutre, il faut le lire aussi, sinon c'est un problème. Et ensuite, alors attendez, putObject, attends, c'est 3 plus 2, ouais c'est ça. Donc là on a les arguments, il faut qu'on les pop de la stack. Donc ça va être le call data, et le call data il a un argc. Read. Donc là on va déjà regarder un peu où on en est. On roule ça. Non-instruction send, pourquoi il m'emmerde? Non, je suis con là. Nil. Read. Non, parce que je suis con, c'est pas ça. J'ai la solution dans un coin au cas où. Donc non, on ne lit pas des arguments, on les pop de la stack. Excusez-moi, je suis navré. Et donc là, voilà, on a l'argument 2. Donc maintenant, il faut qu'on trouve la méthode, donc qui va, enfin, pardon. Maintenant, il nous faut le receiver, donc l'objet qui va recevoir le message. Et donc, on pop un objet de plus de la stack. Et ensuite, on fait receiver, on accède à la méthode, donc on a le call data method name qui est ici. Pardon. Donc là, on a notre méthode. Et ensuite, on call la méthode avec les arguments. On passe tous les arguments qu'on a popés de la stack. Et ensuite, la convention dans des stack machines, c'est qu'en fait, la valeur de retour d'une méthode, on la remet sur la stack. Juste stack. Voilà. Là, maintenant, il se plaint qu'on n'a pas leave. Enfin, on n'a pas d'instruction leave. Donc, dans notre cas, là, ce qu'on va faire, c'est que leave, on va juste considérer que c'est la valeur de retour. On va juste retourner la dernière chose qui est sur la stack. Et donc là, maintenant,
3 plus 2, résultat 5. Vous avez le droit d'applaudir. Non, je déconne. Ok, j'ai d'autres exemples, mais déjà là, est-ce qu'il y a des questions, des choses? Non, tout est clair? Ça me surprend que tout le monde ait compris. Ok. Je pensais pas être aussi bon. De quoi? Ici, là? Non, non, c'est juste un arrêt. Je les ai mis, en fait, je l'ai ordonné comme ça pour que ce soit plus lisible, pour que ça ressemble à l'assembleur qui est au-dessus. Mais normalement, ça devrait être. Ouais, 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 il n'y a pas d'indexation. Ok. Donc, bon, c'est cool, on a fait une addition. Mais maintenant, vous allez me dire, ouais, mais ok, mais comment on fait des loops, des ifs, des machins? Potentiellement, j'ai juste un truc, parce que du coup, en fait, tu as fait ton opération sur 3 plus 2, tu remets le 5 dans la stack, Ouais. mais après, du coup, en vrai, si tu veux accéder à ce 5, et c'est quoi si tu veux. Ben, en fait, regarde, le truc, si tu veux y accéder, c'est que, regarde, si tu fais 3 plus 2 plus 1, donc la question, c'est, je le remets dans la stack, mais ok, mais ça sert à quoi? Et c'est qu'en fait, après, tu peux faire, dans ton assembleur, tu peux refaire un put object 1 et un send. C'est qu'en fait, la valeur de retour reste sur la stack. Du coup, quand tu rappelles une autre méthode, c'est le prochain receiver, en fait. Donc, ça te permet de chaîner très, très facilement. Après, parfois, tu n'en as pas besoin, et dans ce cas-là, tu as une instruction qui s'appelle pop et qui le vire de la stack. Ok, on va passer aux branches. Donc, petit programme Ruby tout simple. On choisit un nombre random de 0 à 9. Pas de conneries, ouais. Et juste s'il est, donc odd, c'est impair, on met le symbole impair, on retourne le symbole impair. Sinon, on met le symbole even. Donc, c'est vraiment un programme tout bête. Alors là, je suis désolé, c'est qu'en fait, j'avais un beaucoup plus gros écran quand j'ai codé ça. Donc, je vais essayer de nettoyer un peu l'assembleur que vous voyez mieux. Ou sinon, vous me faites confiance. Donc, voilà, on va enlever un peu d'espace. Donc, là, on voit déjà qu'il y a des nouvelles instructions. Il y a le pop, dont je t'avais parlé, Fabien. Mais plus important, il y a des jumps et des branch-onless. Et vous voyez qu'ils ont un argument, ici, là, qui est le donc 18-13. Et en fait, ce 18-13, ça correspond à l'index sur la liste. Et en fait, cet index, c'est l'offset à laquelle est l'instruction. Parce que, par exemple, putself, il a un index 0 et il a une taille de 1. Et ensuite, le suivant, putObject, du coup, il est vu que putself était 1 de large, il était là. Mais vu que putObject, il a un argument, il n'est pas 1 de large, il est 2 de large. Et donc, le prochaine instruction est à 3. En fait, Ruby, le jeu d'instruction Ruby est ce qu'on appelle la taille variable. Beaucoup de processeurs ont, à contrario, une taille fixe pour permettre de. Ça prend plus de place, mais ça permet d'aller plus vite à travers. Mais bon, là, vu qu'on est sur une machine virtuelle, c'est pas vraiment des considérations très importantes. Donc, on va rouler notre programme, voir où il pète, et on va reprendre là. Donc là, c'est plus le 0,1 add, c'est le 0,2 branch. Et maintenant, il se plaint il manque putself. Alors, putself, c'est simplement un raccourci pour mettre l'objet dans lequel le scope est, enfin self, tout simplement. Dans notre cas, on va juste tricher parce qu'on s'en fout un peu. On va juste mettre n'importe quoi. On s'en fout un peu. Hop. Et maintenant, il se plaint de branch-onless. Alors, là, ça commence à être intéressant. Donc, branch-onless, on voit qu'il prend un argument déjà. Donc, on veut ce qui est une adresse ou un offset. Donc, on va lire l'argument. Et ensuite, le nom devrait vous dire un peu. Donc, branch, ça veut dire on va ailleurs. Unless, à moins que, donc if not. Et donc, quelle est la condition sur laquelle on décide? Bah, c'est ce qu'il y a sur la stack. Donc, en fait, on fait un unless stack pop. Donc, on lit ce qui traînait sur la stack, le dernier test, parce qu'en fait, on a appelé la méthode odd qui a ensuite mis un booléen sur la stack. Donc, on le consomme.
Et donc, unless stack pop. Et alors, comment on jump quelque part? Ben, en fait, c'est très simple. On set le programme counter à l'adresse directement. Et donc là, hop. Alors là, c'est amusant. Ça aurait dû péter, mais en réalité, on a eu du bol. C'est que on a eu un nombre pair, et le nombre pair n'utilise pas l'instruction jump. Mais donc là, vous pouvez voir que... ah oui, j'avais un... Merde, attends, c'est con. Alors, je vais ouvrir un peu ma triche parce que j'avais un truc qui aidait pas mal à voir. Regardez pas. Hein. Ouais, j'avais ça qui aidait bien à débugger. Hop. Hop. Donc voilà, là j'ai rajouté un debug de plus qui permet de voir à chaque instruction, à chaque exécution, à chaque loop, l'état de la stack, etc. Et donc là, vous pouvez voir que après avoir fait le send, on s'est retrouvé avec 10 sur la stack, qui est donc even, et donc ça fonctionne. Là, on est toujours... Ah voilà, ça y est. Je relance une dernière fois. Ah non, on s'était pas retrouvé avec 10, on s'était retrouvé avec... excusez-moi, on s'était retrouvé avec 0. Et là, maintenant, on s'est retrouvé avec 1. Et 1, donc, est impair. Et donc là, on se retrouve dans l'autre branche. Et là, il veut nous exécuter jump. Donc jump, comme son nom l'indique, bah, simplement on va directement à l'instruction, il n'y a pas de unless ou quoi que ce soit. Donc, hop, jump, programme pointer égale read. On peut, si on veut vraiment rendre le truc un peu plus lisible, on peut faire ça. Bah, du coup, ouais, voilà, odd even, voilà, c'est bon. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre parce que le pop, on l'a pas implémenté. Et, excusez-moi, peut-être il y a des questions déjà à ce stade? Non, c'est bon? Merci d'avoir posé la question à laquelle j'allais répondre. Voilà, vous allez me dire, il y a un truc qui va pas. La VM, elle branch unless, mais après elle fait un jump. Et si vous regardez le jump ici, on est à l'instruction offset 11 et on jump à 13. Et 13, c'est celle juste après. Complètement con. C'est une perte de temps. Et en fait, la raison, c'est que dans Ruby, il y a quelque chose qui s'appelle le People Optimizer. Et en fait, People, c'est parce qu'en fait, People, c'est regarder, c'est le Judas sur une porte. Et donc, je regardais. Et c'est en fait c'est une passe d'optimisation très très simple qui juste regarde à une instruction. Et en fait, c'est une liste chaînée. Donc, elle peut voir, ah, tu me fais jumper à l'instruction qui est vraiment juste la suivante. Et donc, j'élimine. Et donc, il y a tout un tas de règles comme ça. Des centaines de lignes de code dans la VM qui éliminent des instructions inutiles ou qui fusionnent plusieurs instructions ou ce genre de choses. C'est le gros avantage. C'est pour ça que Ruby a gagné beaucoup de performance. 1.8, c'était ce qu'on appelait un interpréteur de syntax tree, enfin c'est d'arbres. Et passer à VM, ça permet de faire toutes ces passes d'optimisation de manière beaucoup plus simple. Ça permet d'éliminer du code mort, ce genre de choses. Et c'est comme ça que 1.9 était beaucoup, beaucoup plus rapide que 1.8. Et donc, si on arrête de tricher, qu'on remet donc les people optimization, on se retrouve avec, encore une fois, c'est pas forcément très lisible à cause des espaces. Hop, c'est exactement le même programme hein, ici, mais cette fois-ci, on a laissé les optimisations. Je suis vraiment désolé pour la lecture, je pensais avoir une plus grosse résolution. Hop. Et là, vous pouvez voir qu'en fait, tous les jumps ont complètement été éliminés. Et le pop aussi. Il y avait un autre truc qui servait à rien, c'était le pop, parce qu'on jumpait par-dessus. Donc en fait, ces instructions n'étaient jamais exécutées, et le People Optimizer est capable de voir ça et juste la virer. Donc en fait, ça économise un peu de mémoire. Alors j'aurais beaucoup voulu qu'on fasse une passe à écrire des mini-optimisations du genre. Le problème, c'est qu'en fait, c'est hyper chiant à faire avec un array, il faut vraiment une liste chaînée, sinon... Parce qu'en fait, là, si je veux détecter que le Brunchless 18, non, c'est pardon, que le Jump 13, il poste juste après, et ensuite l'enlever de la liste, il faut que je redécale tous les offsets, et c'est hyper chiant. Donc, une autre fois peut-être.
Donc ça m'amène à un autre truc que je voulais montrer, parce que je me souviens qu'il y a quelques mois, il y avait eu la question sur mais frozen string littéral, ça sert à quoi? Et donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans la VM. Tout ça, tout le fait de réimplémenter la VM, c'est un prétexte pour juste parler des strings littérales. Donc on va rouler notre quatrième programme. Donc c'est vraiment tout bête, c'est juste un hello world, juste on retourne la string. Donc on passe au 0,4. Et donc là, il se plaint, ok, connaît pas la méthode, enfin pas la méthode, mais l'instruction putString. On va aller, on va peut-être se mettre un peu d'espace ici parce que c'est un peu suffocant ce code. Hop, voilà. On va le mettre ici. Donc when putString. Et donc là, en fait, dans le bytecode de la VM, alors il n'y a pas la string directement dedans, mais il y a une référence vers la string qui est quelque part dans la heap Ruby qui est en mémoire et qui est frozen en fait parce que ça permet le compilateur, si vous avez hello world dans 3 fichiers différents, il va être malin, il va se dire ah ben c'est le même, et ben je vais utiliser la même string, il va pas stocker 3 fois hello world, en fait. Il va tout dédupliquer. Et du coup cette string est frozen, mais si vu qu'on n'a pas le frozen string literal comment, il faut qu'elle soit mutable. Donc bah, punstring en fait ce qu'il fait, il push sur la stack, enfin, il a la string qui read, et ce qui push sur la stack, bah, c'est une copie. Donc en fait, à chaque fois que vous utilisez un string littéral sans le commentaire, vous copiez sans arrêt la string. Donc c'est pour ça que ça énerve un peu le GC, parce que vous créez plein d'objets, et puis en fait, vous créez l'objet, mais la string est petite, donc le contenu est à l'intérieur de l'object slot. Donc en fait, il alloue un objet, et ensuite il copie l'intégralité de la string. Et donc en fait, c'est 9 fois sur 10 ou 99 fois sur 100, vous n'allez jamais la modifier, cette string. Et donc, en fait, c'est juste du gâchis de performance et la VM est incapable de savoir que vous n'allez pas la muter. D'où l'introduction donc de Frozen String Literal. Donc là, on est sur le même programme à nouveau. Mais cette fois-ci, il y a le commentaire. Et vous voyez que maintenant, ça a été compilé différemment. Maintenant, ça a été compilé avec putObject. Et donc, la différence putObject, on l'a déjà là, bah, c'est qu'en fait, il ne fait pas le dupe. Il vous met directement la string qui a été dédupliquée dans la VM, etc. et vous la fout directement sur la stack. Et donc, en fait, là, on peut rouler ce dernier programme, puisqu'on a déjà implémenté putObject pour nos integers. Ben, hop. Ah oui, non, c'est pas string, c'est string frozen. Et voilà, ça fonctionne. On a notre résultat. D'où l'intérêt, donc. C'est à peu près tout ce que j'avais. La prochaine grosse étape, c'est d'être capable d'aller dans des blocs ou implémenter des méthodes, etc. Je me suis beaucoup simplifié la vie en ne faisant surtout pas ça. Mais voilà, c'est vraiment comme ça que la VM fonctionne. Et si vous voulez en savoir un peu plus, vous pouvez aller fouiller dans Ruby. Il y a un fichier qui s'appelle ISNSN. INSNS. Ouais, voilà, je trouve jamais. Donc, qui est un espèce de DSL. Bon, c'est du C, hein, mais avec beaucoup, beaucoup de macros. Et donc, si vous voulez aller voir, par exemple, putObject, oui, alors mauvais exemple. putString, par exemple. Voilà. Ben, en fait, vous voyez que voilà, putString, il prend un argument, et donc la string, et il met une valeur sur la stack. Et bon, bah alors là, après, ça s'appelle. Je suis désolé, c'est un peu petit peut-être. Hop. Merde. Oui, voilà. Et il appelle, bon, alors là, c'est une routine interne à la VM pour juste copier la string. Et donc, en fait, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir toutes ces. Enfin, vous pouvez utiliser la méthode que j'ai montrée, qui était le compile d'ISASM. Quand vous voulez voir un peu ce que fait le code, etc., vous pouvez voir le détail de ça et ensuite aller voir dans la VM ce que ça fait exactement. Et surtout, ça aussi, c'est une bonne approche pour essayer d'optimiser. Si vous avez vraiment besoin de micro-optimiser un bout de code Ruby, allez voir les instructions, comment Ruby compile ça en instructions. Parfois, ça peut vous faire réaliser que ça fait un truc auquel vous n'attendiez pas, qui est assez coûteux.
Et juste pour finir, si juste le sujet vous intéresse, il y a un livre qui est disponible gratos en ligne, etc. Il s'appelle Crafting Interpreters et donc qui est absolument génial, bon en anglais, et qui commence par faire un interpréteur, comme je disais, un peu comme Ruby 1.8, qui est un interpréteur d'arbres, et qui ensuite convertit le langage en une Bicon VM, etc. C'est vraiment le meilleur bouquin de programming que j'ai jamais lu. Voilà, juste je le dis comme ça. Voilà, s'il y a des questions, je prends, et puis sinon on peut picoler. On en a déjà parlé, mais c'est un peu mieux insight, des problèmes. Ah, Ouais, 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 c'est l'idée. Alors, l'idée, ce serait de changer le défaut en 4.0. Après, la date de la 4.0 est pas encore connue. Mais par contre, là, dès Ruby 3.4, ok, je vais montrer ça. À partir de Ruby, hop, full, hop, euh, désolé. Ok. Donc c'est une PR que j'ai émergée il y a pas longtemps dans Ruby 3.4, c'est pour ça que tu en as entendu parler. C'est qu'en fait, à partir de Ruby 3.4, en fait, il va y avoir une nouvelle instruction. Hop, ISNSN, où est-ce qu'elle est? Compile. Bon, bah, voilà, c'est le compilateur. Attends, shield. Voilà. Voilà. J'ai rajouté une instruction dans la VM, ici, là. Et en fait, c'est qui s'appelle put chill string. Alors, chill, c'est quoi? C'est refroidi. Donc, en fait, une string refroidie, c'est une string qui est toujours mutable, mais qui n'est pas frozen encore. Mais si tu la mutates une fois, donc tu fais un shift dedans, enfin, tu la modifies, elle va te déclencher un deprecation warning. Et donc, en fait, l'idée, c'est à partir de 3.4, alors, les deprecation warnings, il faut les activer. Donc, en fait, si tu roules ta suite de tests, ça va peut-être popper, des trucs comme ça. Mais de prévenir les gens de, hey, dans quelques temps, on va changer le défaut et que les gems commencent à se mettre à jour, etc. Après, honnêtement, on a déjà upgradé à 3.4 chez Shopify. Et sur 700 gems, il y avait genre 12 gems qui avaient un problème. Et sur les 12 gems, il y en avait genre 6, c'était des vieux forks qu'on avait fait il y a longtemps, qu'on aurait dû dégager. Donc, je suis assez confiant sur le fait que, en tout cas, pour des gens qui font du Rails, il y aura certainement pas trop de soucis. Sur des trucs un peu plus obscurs, des gens qui dépendent d'un truc vraiment très spécifique, il y aura peut-être des soucis, ouais. Mais il y aura toujours la possibilité de désactiver ça, en fait. Même en 4.0, tu pourras toujours dire roule-moi en mode 3 avec les strings. Alors, oui. Après, le problème, c'est que le terme de gain, ça dépend ce que tu fais. Mais les benchmarks que j'ai à disposition, donc c'est, hop, où est-ce qu'il est? Donc j'ai roulé la suite de benchmark de YJIT. Alors après, ce truc-là est pas foufou. Où est-ce qu'il est? Hop, Lobsters. Bon, peu importe. Donc Lobsters, je sais pas si vous connaissez. C'est un espèce de Hacker News, mais communautaire, écrit en Rails, et il est utilisé comme benchmark dans la suite de YJIT. Et donc, c'est une appli Rails, c'est pour ça que c'est intéressant. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai patché Ruby pour que le Frozen String Literal Command fonctionne plus, en fait. Je puisse entièrement le désactiver. Et sachant que Lobster lui-même n'utilise pas le commentaire, hein, mais juste pour les dépendances comme Rails et ainsi de suite. J'avais entre 5 et 9% de gain de perf. Donc, alors, comme d'habitude, ceux qui veulent pas le changement disent ouais, 5%, on s'en fout. 5%, c'est quand même pas mal. Ouais, ouais. Et donc, c'est pas pour rien que toute la communauté s'est mise à l'utiliser petit à petit. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui juste ont toujours fait comme ça et se posent la question de pourquoi c'est là, mais donc voilà. Donc ouais, ouais, non, si, si, c'est important. Et l'idée, c'est que maintenant que ça met des deprecation warnings, en fait, tu peux déjà depuis Ruby 2.4 ou 2.3, tu peux déjà en fait faire Ruby moins moins enable frozen string literal
pour que le défaut soit déjà ça. Le problème, c'est qu'il y a tellement de gemmes qui sont pas compatibles que personne peut le faire. Donc l'idée de ce warning aussi, c'est que mon espoir, c'est que bien avant Ruby 4, les gens se mettent à activer cette option de manière générale et que l'écosystème devienne compatible. Ouais, c'est sûr que c'est sûr. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Non, mais donc la question pour répéter, c'est est-ce que ça va pas créer de la confusion pour les nouveaux? Et effectivement, il va y avoir probablement pas mal de blog posts et autres choses qui ne fonctionneront plus. Ouais, non, c'est clair. Après, ouais, je- c'est ça. Et c'est pour ça que que j'ai fait la demande pour changer le truc parce que j'en ai marre de foutre ce commentaire partout. Ouais. Bah, ça arrive très très ponctuellement, mais c'est très rare. Ouais. Non, parce qu'en fait, le problème, alors tu vois, regarde, c'est une question très intéressante que tu poses. Exactement. Mais regarde, tu vois, ça m'amène à la réponse, elle est juste là. Tu vois ce opt U+, enfin ce opt plus, on va aller voir ce qu'il fait. Donc, alors VM opt plus, ok, il est ailleurs, ça va être dans le fichier de helper, voilà. Alors, c'est du C, c'est barbare, vous m'excuserez. Mais en fait, pour une application, le parseur, quand il voit 1 plus 1, il est quand même obligé, il peut pas juste directement, tu pourrais dire à un compilateur C, il peut te dire 1 plus 1, et il se fait pas chier, il va remplacer ça par 2. Ruby ne peut pas faire ça, parce que si tu regardes le opt plus, ce qu'il fait, c'est qu'il est obligé de regarder basic op unredefined, integer redefined op plus. Donc en fait, il est à tout moment, quelqu'un pourrait faire un class integer dev plus, et à ce moment-là, cette instruction devrait être déoptimisée. Et c'est exactement la même chose. Voilà, exactement la même chose pour les strings. Tu peux pas statiquement, tu es incapable. Sachant qu'en plus, en Ruby, tu as quelque chose comme eval. Et donc là, eval, tu peux leur eval quelque chose que tu as lu sur standardin. On va savoir si tu peux optimiser. C'est le bonheur et le problème des langages très dynamiques.